Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de Sherbrooke Academy, je vous remercie de votre présence à notre cycle de conférences bimensuelles autour de thématiques d'actualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous M. Mohamed Tazi, directeur général du groupe LMS, coach praticien, professeur et conférencier international. Si Tazi, marhaba bikoum. Merci. Notre thématique d'aujourd'hui fait émerger le visionnaire en vous et d'actualité, puisque nous sommes en pleine transition politique, économique et sociale. Monsieur Tazi, merci encore une fois d'avoir répondu favorablement à notre partenariat. Je vous cède la parole déjà pour nous dire c'est quoi un visionnaire. Merci. Merci. Merci à Sherbrooke Academy. Merci de votre confiance, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de partager avec vous cette petite expérience concernant le visionnaire et la vision de demain et le positionnement que chacun de nous gagnera à prendre pour développer sa carrière, développer sa personne et être juste la personne qu'il souhaite devenir avec beaucoup de conviction et beaucoup de réalisation d'objectifs et transformation d'objectifs en résultats. Alors, j'ai préparé une présentation pour cette réunion que je partage avec vous avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez mon écran, mesdames et messieurs. Oui. Oui, on a votre écran. Vous avez l'écran? Oui, oui, super, on a l'écran. Bien. Alors, si Brahim Draoui m'a posé la question, c'est quoi le visionnaire? Alors, comme son nom l'indique, visionnaire, c'est déjà une relation orientée vers demain, pas aujourd'hui. Mais on ne peut voir demain que si on accepte de se positionner aujourd'hui déjà. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Où est-ce que nous nous positionnons? Un visionnaire, c'est avoir un temps d'avance par rapport aux autres personnes qui ont décidé de ne pas l'être et savoir anticiper les évolutions. C'est la fameuse définition de l'agilité qui est orientée entre trois concepts de base qui sont l'innovation, la coopération, mais également la proactivité. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de la réactivité et lorsqu'on voyait la compétence réactivité chez un manager, on était tout content parce qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit être réactif. Aujourd'hui, la réactivité est complètement insuffisante si elle n'est pas liée à la proactivité. Et la proactivité, tout simplement, c'est anticiper les évolutions qui peuvent se produire demain et anticiper les évolutions de l'environnement et de l'écosystème dans lequel nous sommes en train d'évoluer et dans lequel nous sommes en train de vivre. Une vision nous permet de répondre à trois questions principales, trois questions majeures. Alors, la première question doit être « Qui sommes-nous » ou « Qui suis-je » ? Où voulons-nous aller? Et qui voulons-nous être? Que ce soit une entreprise, ou une personne, ou une communauté, ou un pays, ou une organisation, on a absolument besoin de nous positionner. Et dans cette question, qui sommes-nous, s'il vous plaît, on se pose toutes les questions qui lui sont liées. Qui sommes-nous en termes d'identité? Qui sommes-nous en termes de savoir? Qui sommes-nous en termes d'orientation? Où est-ce que nous sommes positionnés aujourd'hui? Et pour faire cela, il y a quelques années, les entreprises le faisaient depuis quelques temps. Aujourd'hui, c'est ouvert même aux particuliers.
on travaille avec des tests de personnalité ou des tests de positionnement qui sont connus aujourd'hui, le MBTI, le 16PF, etc. Mais nous avons aujourd'hui d'autres tests qui sont en vogue, l'Assess First, par exemple. L'Assess First nous permet un positionnement sur le leadership, sur les motivations, sur le profil psychologique, sur les orientations futures de la personne, sur les métiers sur lesquels les personnes peuvent réussir ou pas. Bref, c'est un positionnement instantané dans le temps. Et lorsqu'on répond bien à qui sommes-nous, permettez-moi de prendre un peu de temps sur ces 3 questions, parce que c'est la base. Lorsqu'on prend du temps à répondre à ces questions-là, le chemin est clair, est visible par tous, et l'orientation est simple. Lorsqu'on se trompe de diagnostic, tout le reste est faux. C'est comme si vous étiez un médecin et le diagnostic est mal fait. Lorsque le diagnostic est bien fait, on a le droit cette fois-ci de faire ressortir notre carte de visionnaire et répondre à la question « Où voulons-nous aller ?» Il y a quelques années, on répond à cette question en fonction de la famille, en fonction des parents, en fonction des patrons, en fonction des tuteurs. C'est eux qui décident à notre place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, chacun de nous gagnera et gagnera beaucoup et énormément à répondre à cette question lui-même. Il n'y a pas de bonne destination et de mauvaise, mais il y a tout simplement une destination qui est définie. Et cette destination qui est définie, c'est une destination qui est d'abord choisie. Et lorsqu'on l'a choisie, tout simplement, on est vers le choix de l'orientation. Lorsqu'on arrive à bon escient, tant mieux, c'est grâce à nous. Et lorsqu'on fait le mauvais choix de la destination, c'est à cause de nous. Et cette fois, nous avons ce qu'on appelle le courage personnel. Et ce courage personnel nous permet juste de nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous empêche d'aller vers l'avant et de ce qui nous empêche de nous réaliser nos rêves et les transformer en objectifs concrets. Quelqu'un qui reste dans ses rêves n'arrive pas à avancer parce que tout simplement, il n'a pas pris la décision d'aller sur les terrains, parce que c'est sur le terrain que se réalisent les rêves. Et vite fait doivent être transformés en objectifs. Les rêves, on les fait lorsqu'on dort, mais les objectifs, on les transforme lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on est conscient et lorsque nous avons des ressources à notre disposition. C'est bien de vouloir faire, mais c'est très insuffisant. Il faut avoir la capacité de faire et de transformer. C'est Brahim Draoui peut en témoigner. Il faut beaucoup de sueur. Il y a un peu d'hasard, il y a un peu de volonté, il y a un peu de Ardad Loualdin, Chouïa Diel Zhar, mais ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup de sueur pour avancer. Alors, qui voulons-nous être? Il s'agit de le définir, de le tracer, de le dessiner. Quel est le profil que vous souhaitez être? Et il n'y a pas de bon et de mauvais profil. On va voir tout à l'heure une orientation vers la carrière. Il y a des gens qui arrêtent leur carrière à 40 ans. Il y a des gens qui démarrent leur carrière à 70 ans. Il y a d'autres qui la démarrent à 60. Et il n'y a pas d'arrêt de carrière et il n'y a pas une seule carrière dans la vie. Dans la vie, on a beaucoup de carrières. On a une carrière professionnelle, une carrière artistique, une carrière sportive, une carrière culinaire, bref, nous avons plusieurs carrières qui nous permettent, après jonction, d'arriver à bon escient et atteindre l'objectif que nous souhaitons y arriver. Donc, les 3 principales questions, d'abord, identification de la position de départ. Le point de départ est lequel? Et le point d'arrivée? Et quelles sont les ressources que nous allons mettre en place? Et agir avec compétence est basé sur 3 piliers principaux. Le savoir, le vouloir agir. Si on n'est pas prédisposé à agir et on n'est pas prêt à agir, ça ne sert à rien de bouger de notre place. Il faut d'abord une volonté personnelle qui nous pousse vers l'action. Un deuxième point qui est le pouvoir agir. Ça, c'est les 2 piliers, c'est avoir les capacités nécessaires d'agir. Et quand on ne dispose pas des capacités, il faut les chercher, il faut les acquérir, il faut les développer. Et c'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui des masters, on trouve des certificats, on trouve des formations tout au long de la vie de la personne. Il y a des gens qui peuvent décider d'aller faire un certificat ou une formation ou se former à une langue
à l'âge de 65, 66, 70 ans, sans problème aucun, juste parce qu'ils ont pris conscience de se former à une langue donnée. Et en fin de compte, ce qui va porter le triangle, c'est le savoir agir. Quand est-ce qu'agir? Auprès de qui il faut agir? À quel moment il faut agir? Et par quelle démarche faudra-t-il agir? Et ce sont les questions qu'il faut se poser. Si on se trompe de moment, on est cuit. On se trompe de personne, la même chose. On se trompe d'endroit. Il faut que vous soyez au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Parce que cette bonne personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, vous pouvez la perdre demain. Et vous pouvez ne pas la retrouver. Et l'opportunité que vous avez aujourd'hui, il faut juste la saisir. Et la saisir avec beaucoup d'intelligence. Alors, faire son bilan, je vais revenir à la première question. Comment faire ce bilan? C'est apprendre à mieux se connaître. Et cette connaissance de soi, on la résume, la formule s'il vous plaît, l'IA, savoir, vouloir et pouvoir, c'est ce qu'on a dit tout de suite. Savoir quelle est mon éducation, quel est mon niveau de formation, qu'est-ce que j'ai pu acquérir comme savoir, comme formation, comme compétence et comme culture. De quoi je dispose aujourd'hui? Quel est mon bagage? Je vais faire un voyage. Quel est le bagage dont je dispose aujourd'hui? Eh bien, dans le vouloir, quelles sont mes ambitions? Est-ce que j'ai un plafond de verre ou c'est illimité dans le temps et dans l'espace? Est-ce que j'ai des motivations? Est-ce que j'ai des goûts personnels? J'ai choisi le nom d'une entreprise parce qu'elle a un sens pour moi. Et ici, je transforme l'orientation vers le manager ou la personne porteur de sens. Eh bien, quand on est dans une organisation, dans une entreprise ou dans un établissement, il y a des gens qui vont décider de quitter cet établissement. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé un meilleur salaire ailleurs ou ils ont trouvé un meilleur manager ailleurs. Pas du tout. C'est lorsqu'ils ont perdu le sens. Et quand on perd le sens, la meilleure décision à prendre, c'est d'arrêter. Jusqu'à ce qu'on retrouve le sens. Ou d'arrêter et changer complètement d'orientation. Pour faire simple, comme si vous prenez votre voiture et vous dirigez vers une destination X et vous vous rendez compte en cours de route que vous êtes sur le mauvais chemin. Quelle est la meilleure décision? C'est de faire demi-tour. Parce que si vous restez et vous continuez votre chemin, vous allez arriver à un endroit que vous n'avez pas choisi. Et vous allez arriver à un moment donné, à un endroit que vous ne souhaitez pas y être. Donc c'est pour ça que le demi-tour, il a beaucoup de sens. Et le pouvoir, c'est quoi? Quelles sont mes aptitudes, mes compétences et mes expériences? Est-ce que j'ai la capacité d'y aller ou je ne l'ai pas? Quand je ne l'ai pas, et il faut répondre sérieusement à cette question, quand je ne l'ai pas, il faut l'acquérir. Ou il faut dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas la bonne destination que je dois prendre, il faut que je change d'orientation. Et lorsque je changerai d'orientation, effectivement, mon bilan va m'aider à prendre la bonne orientation. Il y a ce que je veux, mais il y a est-ce que je peux acquérir ce que je veux ou je ne peux pas. Et lorsque la réponse est le pouvoir et je ne peux pas l'acquérir, il faut prendre une deuxième décision. Cherche les aptitudes, les compétences et les expériences nécessaires qui vont te permettre de l'acquérir. Alors, mesdames et messieurs, parfois, nous disposons de tout ce paquet. Ce qui nous reste, c'est du courage. C'est comment je peux grimper les échelons. C'est comment je peux décider de faire le premier pas et de faire le premier saut. J'ai besoin de courage. Et qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le courage? C'est la fameuse émotion catastrophique dans notre vie à tous, qui est la peur. Et avoir peur, c'est quoi? C'est ne pas faire compétence en ses capacités. Soit parce qu'on ne les connaît pas, soit parce qu'on les sous-estime, soit parce qu'on a peur de cet avenir qu'on arrive très mal à identifier. Et généralement, les orientations que je fais pour mon avenir, ils doivent être étudiés, identifiés, pris avec sérieux et pris surtout, s'il vous plaît, avec tact. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer et réaliser ce que nous souhaitons avoir.
on a parlé de levier. Ces leviers qu'on a discutés ont une obligation, c'est qu'il faut agir tout de suite, ici et maintenant. Lorsque vous vous rendez compte qu'il faut changer d'orientation, il faut le faire à l'instant. Et il faut, quand vous êtes sur une autoroute, il faut prendre la première sortie qui se présente. Parce que si vous laissez traîner les choses, on appelle ça la procrastination. Si on laisse le travail d'aujourd'hui pour demain, ce travail ne va jamais être réalisé. Et cette décision ne va jamais être prise. Pourquoi? Parce qu'on va tout le temps être retardé par un bruit, retardé par une mauvaise idée, retardé par un stress, retardé par une situation, une personne ou une idée qui va faire émerger encore une fois la peur du futur. Donc, au moment présent, c'est très important de planifier parce qu'on est dans le présent. Mais il faut que cette planification prenne acte. Il faut qu'elle passe à la réalisation et qu'elle tombe sur le terrain pour qu'elle puisse prendre vie. Eh bien, dans le futur où se trouve la vision. Et lorsqu'on est dans le futur et l'on regarde la distance qu'il faut parcourir, on n'imagine pas le futur, mais on va le vivre. Et là, on va faire appel à un nouveau concept qui est la loi d'attraction. Eh bien, la loi d'attraction, vous êtes la personne que vous souhaitez être. Vous êtes la situation que vous souhaitez vivre. Donc, il y a des gens qui restent liés au présent et qui restent prisonniers de leur présent, tout simplement parce qu'ils ont choisi de se mettre dans un cadre. Et quand on est dans un cadre, il y a les bords du cadre qui nous empêchent de sortir. On va s'enfermer dans une cage, voir l'extérieur, on voit qu'il est plus meilleur, mais on est incapable de sortir. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances négatives, parce qu'on a des prédispositions négatives par rapport à l'action, c'est parce qu'on a peur de ce qui va se produire à l'extérieur. Et c'est ce qui va nous empêcher sérieusement d'aller vers l'avant et découvrir ce futur. Il y a d'autres personnes qui vont vivre le futur ici et maintenant. Eh bien, dès que l'idée tombe en tête, je l'analyse, je la planifie, je vois quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités, ce que je suis capable de faire et quelles sont les armes dont je dois disposer pour attaquer ce futur. Eh bien, il y a des gens pour lesquels le futur, c'est dans 50 ans, d'autres, c'est dans 10 ans, d'autres, c'est dans 3 ans, et parce qu'il y a une contrainte donnée qu'on a choisi ces 3 ans, et pour d'autres personnes, c'est ici et maintenant. Eh bien, je me pose en réunion tout de suite pour dire ceci ne m'intéresse pas, avec beaucoup de courage, je vais l'arrêter et je vais entamer une nouvelle expérience ou une nouvelle orientation ou un nouveau challenge. Et ce challenge, il est étudié, il est voulu. Donc, mesdames et messieurs, l'orientation que je vous donne, faites juste ce que vous avez envie de faire et n'empruntez pas l'envie de quelqu'un d'autre. Et faites confiance à vos capacités mentales de réflexion, sans oublier votre petit cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre émotion, où est-ce qu'elle vous mène? Votre orientation, qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise orientation du futur, il y a une orientation choisie. Et lorsqu'elle est bonne, c'est grâce à vous. Lorsqu'elle est moins bonne, c'est à cause de vous et vous l'assumez. Mais lorsqu'on va emprunter l'orientation de quelqu'un d'autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans tous les cas, je dis, ce n'est pas moi, c'est les autres qui l'ont choisi pour moi. Et c'est ça le grand problème. Alors, notre ami Einstein, Albert Einstein, avait une formule, les physiciens la connaissent très bien, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière à la puissance 2. Ça vous rappelle des choses, ça? Ça, c'est Einstein qui l'a dit. Eh bien, l'émergence du leader visionnaire. Et quand on dit le leader visionnaire, s'il vous plaît, ce n'est pas obligatoirement ce leader travaille dans une entreprise et il a une équipe et il est directeur général et il est directeur de l'innovation et il est patron, pas du tout. Un leader visionnaire peut être au chômage. Un leader visionnaire peut être un élève. Il peut être un petit enfant. Il peut être un homme d'affaires. Il peut être un prof. Bref, le leader visionnaire, c'est dans la tête que ça se passe. Eh bien, quand on est leader visionnaire, l'émergence du leader visionnaire est égale à la maîtrise de l'environnement. Si vous ne maîtrisez pas votre environnement, vous allez échouer certainement. C'est sûr que vous allez échouer
parce que vous avez une mauvaise maîtrise de l'environnement. Vous ne connaissez pas votre écosystème, de quoi il est fait. Quels sont vos sponsors? Quels sont les gens qui sont avec vous et quels sont ceux qui sont contre vous? Quelles sont les nouvelles orientations que vous devez avoir, etc., etc. Et on multiplie la maîtrise de l'environnement par les connaissances. Alors, vos connaissances feront de vous les réalisations que vous allez faire. Et à côté des connaissances, nous avons les compétences. Et les compétences, vous savez ça mieux que moi, c'est 5 éléments. La compétence, c'est 5 éléments. Nous avons le savoir, savoir-faire et le savoir-être. Nous avons le savoir-devenir, qui est le potentiel, et le savoir-agir. Comment je vais agir ici et maintenant en face d'une problématique donnée? Eh bien, un manager dans une entreprise, on le paye tout simplement parce qu'il a la capacité de résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes, c'est soit augmenter un chiffre, soit réduire un autre. Lorsqu'il faut optimiser, on lui demande de réduire un chiffre. Eh bien, lorsqu'il faut développer, on lui demande tout simplement d'augmenter un autre. Lorsqu'on est étudiant, on va lui demander d'augmenter ses notes, d'augmenter sa performance, d'augmenter sa capacité à acquérir et à incarner de nouvelles compétences et de réduire tous les bruits qui l'entourent. La compétence aujourd'hui, s'il vous plaît, à côté de la connaissance, sont très insuffisantes parce qu'il nous manque un troisième C qui est le comportement. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui réussissent, c'est d'abord ceux qui ont un comportement de qualité. Le behavior. The behavior, le comportement, il est basique dans la gestion et le développement de tout type de relations. Que vous soyez dans l'entreprise, à la maison, avec vos amis ou vos relations, le comportement a beaucoup de sens. Et ce que vous pouvez obtenir par un comportement, vous pouvez ne pas l'obtenir par une compétence. Parce que la compétence, vous pouvez l'acquérir. Le comportement, on le doit à une éducation qui nous a été donnée, inculquée par nos chers parents et ceux qui ont perdu leurs parents. Et c'est grâce à ces parents-là, et c'est à eux qu'on doit le remerciement de ce comportement, de cette compétence et de cette connaissance. Et c'est grâce à eux qu'on a pu être chacun la personne qu'il est. Eh bien, c'est une jonction d'un certain nombre d'éléments, dont la connaissance, la compétence et le comportement. Je travaille dans un cabinet de conseil et parmi les filiales, nous avons une filiale recrutement. Eh bien, le comportement est parmi les bases du choix du candidat dans un recrutement. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'assessment à travers Assess First. Eh bien, il y a un bon paquet qui équivaut les 30% qui est lié au shape. Et le shape, c'est comment la personne est câblée psychologiquement et quel est son comportement par rapport à elle, ce qu'on appelle la personne en 4 dimensions. Elle, entre la personne et elle-même, est-ce qu'elle est en paix ou pas? Entre la personne et ses pairs, ceux qui lui ressemblent, entre la personne et ses patrons, ou ses parents, ou ses profs, etc. Et la personne et ses collaborateurs, les personnes avec lesquelles elle va avoir des relations, elle va gérer une vie par la suite. Les compétences de ce leader visionnaire, nous en avons 3. Des compétences techniques. C'est le brain, la capacité à mettre en œuvre son savoir pour livrer un résultat. Qu'est-ce qui est capable de livrer pour atteindre la performance? Un savoir-être qui sont les compétences émotionnelles. Dans les compétences émotionnelles, nous avons 3 grandes émotions. On peut parler de 6 en intégrant le dégoût, par exemple, et le plaisir, mais les 4 sont vraiment les bases. Selon la fenêtre de Johari, les 4, la peur, la colère, la joie et la tristesse. On est, s'il vous plaît, en joie lorsqu'on se considère positif et on considère l'autre qui est en face de nous également positif. Mon idée est bonne, mais votre idée est aussi intéressante. Et tous les deux, on fera des merveilles. Et c'est pour ça que vous trouvez des situations de collaboration dans l'entreprise qui marchent à merveille parce que les gens s'entendent. Et pourquoi ils s'entendent? Parce qu'ils se reconnaissent l'un et l'autre. Ils vont se reconnaître entre eux et par cette reconnaissance, ils vont participer à la création de la valeur.
On est en colère lorsqu'on se considère bon et on considère l'autre mauvais. C'est un complexe de supériorité. Les gens qui sont dans ce complexe n'arrivent pas à co-vivre dans une équipe, tout simplement, parce qu'ils veulent toujours avoir raison et l'autre, il doit avoir tort. C'est comme lorsque vous jouez aux cartes et à la fin du jeu, il y a des gens qui vont dire « j'ai gagné » et d'autres qui vont dire « tu as perdu ». Et c'est ça la grande différence. Un troisième pavé qui est la peur, c'est lorsque je suis négatif et que je considère que l'autre est positif. Le quatrième, c'est la destruction complète, c'est lorsque on ne fait pas confiance à nos capacités, mais on ne fait nullement confiance aux capacités de l'autre. Donc, ni moi ni vous, on peut avancer. C'est ce qu'on appelle le complexe de destruction. Alors, ce sont les 4 émotions: joie, tristesse, colère et peur. Et à côté de ces compétences émotionnelles, nous avons ce savoir-être, ou le savoir-vivre, ou le savoir collaborer, ou l'élégance de la communication avec les gens. C'est toute la manière et la bonne manière de traiter les gens et de discuter avec eux. Comment donner plaisir à l'autre à nous suivre? C'est juste extraordinaire. Comment lui donner du plaisir à discuter avec nous? Comment lui donner du plaisir à nous écouter? Le troisième pavé de compétences, qui est le savoir fédérer. C'est des compétences managériales. Quelle est la capacité de ce manager, ou de ce père, ou de cette maman, ou de ce chef d'équipe à faire fédérer les gens autour d'un objectif commun, une même vision? Et lorsqu'on a la même vision, je reviens encore au titre de ce webinaire que Mme Jameli a bien voulu choisir, Massid Draoui, qui a beaucoup de sens. Comment être un visionnaire leader? Et être un leader visionnaire, tout simplement, c'est comment savoir fédérer son équipe, ou ses collaborateurs, ou les gens qui l'entourent, vers la même direction et aller vers la même orientation. Les soft skills du leader visionnaire, aujourd'hui, j'ai préféré vous parler de 5 grandes soft skills de ce leader visionnaire et qui sont en vogue aujourd'hui et desquels on en a absolument besoin pour avancer. D'abord, l'agilité. Un manager agile, un étudiant agile, un enfant agile, un patron agile, un collaborateur agile. L'agilité, c'est qu'il faut être réveillé et il faut maîtriser son environnement et agir ici et maintenant, tout de suite. Parce que si vous n'agissez pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Et dans l'agilité, je voudrais interpeller les gens qui nous suivent à travers ce webinaire pour sortir du monologue et créer un peu de dynamique qui peut nous compléter cette agilité de laquelle j'ai déjà parlé tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est Draoui, je vous donne la main et j'interpelle la salle pour compléter un peu la discussion et pour qu'il y ait une interaction entre les différentes personnes. Alors, cette agilité, c'est quoi à votre avis, mesdames et messieurs? C'est à vous. J'arrête mon micro et je vous donne la main. Donnez le micro aux autres, parce qu'il a posé la question. Monsieur Dazi, le temps qu'on active les micros pour les participants, ça prend vous en 10 prie. secondes. Il n'y a pas de souci, donc ça se fait rapidement. Bon, on demande aux amis qui souhaitent intervenir de mettre leur caméra et de partager avec nous leur savoir et leurs orientations. Demande de micro. Chers participants, celui qui demande le micro, il peut le dire, comme ça on lui donne la parole. Agilité, agilité. Allez, vous me le devez tout à l'heure. Ces 3 éléments. 1, c'est l'innovation. Comment être novateur? Comment être dans une orientation de faire matin qu'il devienne
qu'il faut créer quelque chose d'autre. Parce que vous allez continuer à apercevoir tous les jours dans votre vie, et tous les jours il sera là, il ne va jamais changer, c'est le changement. Donc tous les jours il y a des choses nouvelles. Donc l'agilité, c'est cette orientation vers le futur et vers l'innovation, la créativité et l'inventivité, si vous le permettez. Deuxième élément, c'est la coopération. Tout seul, on n'ira pas très loin. On ira plus vite, certainement, mais on n'ira pas très loin. Et le troisième élément, à côté de la coopération, par contre, il faut s'inscrire dans cette orientation du visionnaire. Il faut arrêter de voir le bout de son nez et voir bien plus loin pour qu'on puisse créer des choses intéressantes. La deuxième compétence en soft skills, c'est la patience et la maîtrise de ses émotions. Plusieurs fois, mesdames et messieurs, on rate juste l'occasion de se taire. Nous sommes en face d'une situation dans laquelle si on décide juste de se taire, les choses iront super bien. Mais parce qu'on maîtrise mal nos émotions, qu'on s'emporte et qu'on dit des choses déplacées. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui. Oui, Bonjour, oui, oui. merci Oui, beaucoup. bonjour. Alors là, quand vous avez les micros, vous pouvez compléter. C'est une bonne question. L'intelligence sociale. L'intelligence sociale. Merci, Monsieur Tsazi. Vous arrivez à un point très intéressant et qui me tient très à cœur, et c'est les émotions, c'est ça. C'est les émotions qui rentrent dans cette intelligence sociale. Pourvu qu'on puisse agir sur nos peurs, comme vous l'avez bien dit, notre confiance en nous, notre estime, pour pouvoir nous gérer nous-mêmes et gérer ceux qui sont en face de nous, ou bien plutôt collaborer que gérer ceux qui sont en face de nous. C'est l'émotion, c'est les émotions, c'est sur ça qu'il faut bien travailler. C'est un élément essentiel. Exact, hein? Vous avez raison. Oui. Et on obtient beaucoup de choses à travers l'émotion que à travers le technique. Hein? Parce que le technique, on peut l'acheter, on peut l'acquérir très facilement. Mais la gestion des émotions, ça s'appelle gestion. Il faut la gérer ici et maintenant. Et le leadership d'influence, s'il vous plaît. Quand on est sur une situation de leadership et influence interpersonnelle, ce qu'on appelle les techniques d'influence positive, on peut influencer les gens autour de nous positivement, rien par une idée, par un regard, par une façon de faire. Et ce qu'on arrête d'expliquer aux managers dans les entreprises, c'est que vous n'avez pas besoin d'exiger à vos salariés de venir à l'heure ou de livrer un travail de bonne qualité ou d'être novateur. Faites-le, ils vont vous suivre. C'est ce qu'on appelle le management par l'exemplarité. Eh bien, quand vous venez en retard, s'il vous plaît, ne demandez pas de vos collaborateurs d'être là avant vous. Ce n'est pas possible. Même si vous chantez ça tous les jours, ils ne vont pas vous suivre, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas le sens. Mais si vous le faites, ils vont avoir la honte de ne pas être avant vous. Et certains chercheurs intègrent la honte dans les émotions et le dégoût. Donc, on peut parler de honte, dégoût, peur, colère, tristesse et joie dans la gestion des émotions. Et l'aisance dans la prise de décision, ça c'est une compétence à développer. On ne demande pas aux gens de prendre des décisions à hasardeuse, non, ou de prendre des décisions vite, ce n'est pas ce qui est recommandé, mais plutôt avoir une aisance dans la prise de décision en tuant la peur autour de nous. Ce n'est pas ce qui nous permettra d'avancer. La peur nous fait que reculer. Donc, tuer cette peur pour qu'on puisse découvrir cet avenir extraordinaire et le tracer, le dessiner. On demande à chacun de vous, s'il vous plaît, de prendre un bout de papier et de se décrire et de faire son autodiagnostic et de choisir son orientation et la vision qu'il veut faire de sa vie. Où est-ce qu'il veut arriver? Qui veut-il être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Et comment il peut faire pour y arriver? Et quelles sont les orientations à prendre pour effectivement arriver à cet objectif? Je suis acteur de ma carrière
Et je profite de cette occasion pour remercier mon collègue, c'est Mehdi Harraq, pour la conception visuelle et la modélisation de ce support. Je le remercie infiniment. Comment je peux être acteur de ma carrière? D'abord en la faisant, en la décidant, en l'orientant, en disant juste voilà ce que je veux être et voilà ce que je veux faire. Et je ne laisse en aucun moment mon écosystème ou mon entourage prendre le dessus à ma place. C'est moi c'est moi. Je suis l'artiste et l'acteur principal de ma carrière. Et une carrière, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne s'improvise pas, elle se construit. Et comment elle se construit? C'est en élaborant dans le temps. C'est vrai que, et personne ne peut nier qu'il y a la volonté du divin, la volonté de Dieu, c'est lui qui oriente, mais nous avons le choix de faire ce premier pas. Nous avons la possibilité de réfléchir et d'analyser et de dire voilà qui je veux. Pense, réalise des choses. Mais si ça ne marche pas, on peut comprendre. Mais tu ne fais aucune action et tu pleurniches parce que tu n'es pas arrivé, c'est normal, parce que tu n'as pas identifié là où tu veux arriver. Avoir un travail n'est pas une finalité en soi, mais c'est un moyen de réaliser ses rêves et les transformer en objectifs pour les transformer encore une fois en résultats. Et c'est pour cela, s'il vous plaît, que nous sommes obligés de construire notre carrière et ne pas la laisser au libre choix de l'environnement la construire à notre place. Et je parle bien entendu de tous les types de carrières, carrières sportives et artistiques et managériales et de travail et d'études, etc. Nous avons autant de carrières que d'environnements dans lesquels nous vivons. Comment on peut choisir notre environnement? Pourquoi, à votre avis, ces deux parties de puzzle ne matchent pas, ne se conjuguent pas? Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de sens. C'est comme si vous prenez le bouchon de deux bouteilles différentes et vous les changez l'une à l'autre. Ce n'est pas possible de les fermer parce qu'il faut trouver le bon bouchon à la bonne bouteille. Il faut trouver la bonne carrière à la bonne personne, le bon environnement dans lequel nous allons vivre, être en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Mais ici, s'il vous plaît, ça va. Et voilà. Donc là, on a parlé de l'environnement et on va passer au levier de la réussite. Comment on peut réussir? Et on considère notre corps comme un système. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les 7 sens du développement de la personne, selon Robert Dilts. Et Robert Dilts nous parle d'abord du sens. Quel est le sens qu'on donne à notre vie? Et à côté de ce sens, nous avons notre identité. Qu'est-ce qui nous permet d'être qui nous sommes? Quelles sont les valeurs que nous portons? Quelles sont les valeurs qu'on a pu acquérir dans notre environnement? Quelles sont les croyances qui nous accompagnent? Et ces croyances, ils peuvent être positifs, et tant mieux, ils vont nous pousser à faire. Ce sont des stimuli qui vont nous pousser à l'action et nous permettre de faire beaucoup plus. Et il y a des croyances négatives qui nous bloquent. Et quelles sont nos capacités? Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ici et maintenant, avant de parler du comportement qu'on a évoqué en début de la séance? Alors, tous ces éléments-là, ils font de nous un certain nombre de leviers de réussite, selon Robert Dilts. Et je dois cette représentation à notre ami Nizar, qui est un artiste que je salue de cette tribune. C'est lui qui est derrière cette représentation. Robert Dilts, il nous parle des 7 sens de la personne, le comportement, la capacité, les croyances, les compétences, les valeurs, l'identité et le sens que nous donnons à notre vie. Et c'est ce qui fait de nous les personnes que nous pouvons être aujourd'hui. Alors, être dynamique est une obligation. Être un leader caméléon, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Vous pouvez disposer de toutes les skills qui peuvent exister sur Terre. Mais si vous n'êtes pas un vrai caméléon, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a cette capacité à agir in situ,
à se transformer en toutes circonstances, il n'ira pas très loin. Lorsqu'on est figé sur un quelque chose et on veut absolument passer l'idée que nous avons conçue au début, indépendamment de l'idée de celui qui nous reçoit, nous allons finir par échouer. Lorsque nous sommes agiles, encore une fois, nous sommes dans l'innovation et nous sommes dans la réception d'autrui et la réception de notre environnement, ce qui va nous permettre d'avancer. Je vais faire l'avocat du diable pour moi-même dans une situation. Nous sommes dans un contexte très particulier. Et vous savez tous qu'il y a grand nombre d'entreprises qui ont fermé. Il y a grand nombre d'entreprises qui ont vu leur business décroître de manière juste incroyable. Et il y a d'autres qui sont développées et qui ont rebondi sur la situation et qui ont trouvé de nouveaux créneaux de développement. Quelle que soit notre activité, quel que soit ce que nous faisons, nous avons deux choix. Lorsque nous sommes en face d'une situation problème, soit baisser les bras et dire le contexte, il est ce qu'il est, je baisse les bras et j'attends de meilleurs jours. C'est une solution, mais c'est une solution passive. La solution active veut que, avec ce contexte particulier qui est drastique pour certains, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Au moins, nous aurons le privilège d'être celui qui a essayé de transformer, de créer, de ramener des idées nouvelles, de voir de nouveaux partenariats, d'intégrer une nouvelle façon de faire. Là où je travaille à LMS, on a essayé de transformer l'activité formation en digital, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes connectés via la toile. C'est vrai qu'il y a des problèmes de connexion parfois, mais ça nous permet de rester en contact avec notre environnement et de créer des liens et de partager tout le temps, parce qu'on peut créer des choses nouvelles. On a dans notre équipe une directrice de l'activité innovation, elle passe sa journée à créer des aspects nouveaux, à aller vers la recherche de nouveaux partenaires, à essayer de transformer ce que nous sommes en train de faire. Et c'est avec ça que nous pouvons nous développer, et nous pouvons aller vers l'avant. Donc, de la tribune même que je salue, Rita Ben Boujida, qui fait un travail juste extraordinaire et qui essaie à tout moment avec son équipe de répondre aux besoins du client et essayer de l'intégrer dans tout ce que nous faisons. Eh bien, on ne tue pas l'ours avant de vendre sa peau. Et cette idée, elle est très importante dans le marketing, c'est qu'on ne peut pas tuer un ours avant d'avoir vendu sa peau, parce qu'il se peut qu'on va tuer l'ours blanc alors que le marché, il veut l'ours noir. Donc, il faut voir ce que veut le marché, ce que veut ton interlocuteur, ce que veut ton écosystème avant de commencer à produire bêtement. Donc, nous sommes en relation avec l'autre tout le temps et sur toute la ligne éventuellement. La cogestion des carrières. Une carrière, il y a quelques années, c'est l'entreprise qui l'a fait pour ses salariés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'entreprise est juste un parmi les acteurs de l'élaboration de la carrière. Mais dans la carrière, il y a d'abord le salarié, il y a d'abord la personne qui est concernée par cette carrière. Eh bien, devenir acteur et maître de ces carrières, c'est l'adage des personnes qui ont réussi leur voie et qui ont pris le bon chemin. Parce que personne ne saura votre volonté et votre désir et votre objectif mieux que vous. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce que vous voulez. Même lorsque vous partez chez un médecin, il commence par identifier avant la consultation clinique, avant de vous toucher, il va commencer d'abord par vous poser des questions. Et ce sont vos réponses qui vont orienter les choix des médicaments, du traitement, des analyses qu'il va vous donner. Alors, l'exigence du marché de travail aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est la création de valeur. Tous ceux qui sont dans un poste et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la création de valeur doivent réviser leur carte. Une autonomie et une prise d'initiative à la seconde. Tout le temps, on est autonome. Et le respect des valeurs et de l'éthique de l'entreprise. Être un leader dans toutes les positions. Qa'id. Et ne pas être dans la posture du suiveur. Parce que quand vous êtes suiveur, vous arrêtez une grosse machine en vous qui est l'innovation, la créativité, qui va normalement avec la prise de risque. Qui ne risque rien n'a rien. Et la mobilité fait partie avec l'esprit d'équipe du quotidien incontournable. Alors, les attentes des cadres aujourd'hui dans l'entreprise, ils ne demandent pas que les salaires, ils ne demandent pas que les primes, mais ils demandent de la visibilité à leur patron. À quelle sauce on sera mangé demain? Qu'est-ce que vous attendez de nous?
Il demande une qualité de management et d'encadrement, une clarté, une transparence dans toutes les relations. Et des conditions matérielles, c'est normal pour faire tourner les machines avec un parcours professionnel. Quel est le parcours que vous me proposez? Parce qu'il y a quelques années, c'est le salarié qui vient vers l'entreprise demander un emploi. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est l'entreprise qui va aller vers un cabinet de recrutement et lui payer des honoraires pour lui trouver le bon profil. Et qu'on soit dans le sport, ou là dans la danse, ou là dans l'art, ou là dans l'entreprise, c'est exactement la même orientation. Et le jeu vis-à-vis du jeu, à travers le jeu qui est moi, les personnes peuvent approcher leur capital carrière composé du savoir pourquoi, des motivations et des intérêts, le savoir avec qui et le savoir comment. Les trois types de savoir font un jeu qui concerne l'environnement de la carrière. Autrement dit, pourquoi je vais faire ça? Avec qui? C'est très important de savoir quels sont les acteurs qui vont m'accompagner et comment je vais le faire. Et savoir quoi déjà? Quelles sont les menaces et les opportunités? Quand est-ce et où le faire? Ce sont 6 questions primordiales avant de tracer sa carrière ou là, avant de la réorienter ou là, avant de changer de chemin. C'est important de se poser ces questions. C'est comme les fameuses questions du coaching des CQQ, CQP. En face de n'importe quel problème, on a besoin de juste poser des questions. Quoi? De quoi il s'agit? Pourquoi on va faire ça? Avec qui on va le faire? Voilà, avec qui on a ce problème? Et comment? Quelles sont les compétences auxquelles on doit faire appel pour résoudre cette problématique? Et quoi? Quelles sont les menaces et les opportunités? Quand est-ce que les priorités de développement et où ce sont les définitions et les validations du programme. Donc, le capital carrière qui est le jeu, c'est mon capital carrière, c'est les 3 premières compétences, plus l'environnement de la carrière lié au jeu, c'est l'exercice, le game, vraiment qui font la carrière que nous sommes en train de faire. Comment réussir une carrière? Un statut et un rang, c'est une position hiérarchique. Mais qu'il y ait une bonne position et une mauvaise. Il y a des gens qui souhaitent rester cadres toute leur vie, c'est un choix. Il y a d'autres qui veulent devenir le président, directeur général. C'est aussi un choix. Quel est le malheur? C'est choisir être président, directeur général et ne pas mettre les moyens pour y arriver. Et mettre les moyens, c'est faire une formation, aller se faire coacher, aller se faire accompagner, apprendre des langues, etc., etc. Le succès matériel, ce n'est pas obligatoirement être riche. Ce n'est pas obligatoirement être propriétaire de je ne sais pas quoi ou avoir des capacités de gain qui sortent du lot. Le succès matériel, c'est toi qui le définis et c'est toi qui le traces et c'est toi qui lui mets les contours. Qu'est-ce que pour toi un succès matériel? Avoir de quoi vivre, c'est un succès matériel? Oui, pour une personne, c'est la bonne réponse. Et pour une autre, c'est être un richard. C'est aussi une bonne réponse. Mais il ne faut pas se planter. Emprunter le succès matériel de l'autre et essayer de le conjuguer sur soi. Ça ne va pas marcher. Les réputations sociales, il y a des gens qui veulent être connus par tous et qui veulent faire le buzz et qui veulent que tout le monde parle d'eux. D'autres, ils veulent vivre cachés. Vivre heureux, c'est vivre caché. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une certaine population. Il y a aussi les critères et les objectifs de réussite d'une carrière. Nous avons les connaissances que nous allons acquérir et les compétences. Quelqu'un qui va bouquiner tout le temps, c'est quelqu'un qui décide de vivre une nouvelle histoire à l'occasion de chaque bouquin. Et les personnes qui n'ouvrent jamais de livres, qui ne voient jamais de films, qui ne rencontrent jamais personne, comment voulez-vous qu'ils développent leur carrière? C'est juste impossible. Même les amitiés et les connexions liées au réseau, ils sont utiles pour développer une carrière et la faire vivre. Là, on était sur les critères objectifs. Nous avons des critères parfois subjectifs. La confiance en soi, elle est subjective dans le développement de carrière, mais elle est importante. La satisfaction morale, j'ai envie d'être X ou Y parce que ça me donne une certaine satisfaction. La fierté de réalisation, quand vous êtes médecin et vous permettez à quelqu'un de guérir d'une maladie, c'est une fierté qui n'a pas de prix. Quand vous voyez quelqu'un souffrir et grâce à vous, après votre opération, la personne est heureuse, ça vous donne une fierté de réalisation. C'est le critère de satisfaction et de réussite d'une carrière.
la remise en cause. Les gens qui refusent de se remettre en cause, c'est des gens qui refusent l'amélioration. Qu'est-ce que je dois continuer à faire? Répondre à ces questions. Pas tous les jours, mais de temps en temps, prendre un bout de papier et répondre à ces questions. Qu'est-ce que je dois continuer à faire et que je fais bien, que je dois perfectionner? Qu'est-ce que je dois commencer à faire parce que je ne l'ai jamais fait avant et c'est l'occasion de le faire? Et qu'est-ce que je dois absolument arrêter de faire? Qu'est-ce que je fais que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois commencer à faire? Et qu'est-ce que je fais bien que je dois continuer à faire? Ce sont les bases et les règles de l'amélioration d'une entreprise, d'une personne, d'une organisation, etc. etc. C'est Brahim, je ne sais pas si on a encore un peu de temps ou là il faut qu'on clôture sur ça. Bon, je crois qu'on a un peu de temps. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse répondre à une question qui, d'ailleurs, ça tombe bien sur les éléments que vous êtes en train de traiter et qui parle de la peur. Comment tuer la peur? Si vous permettez, est-ce que je peux rajouter une petite chose? Merci, Wazani. Naam, Sidi. Bonjour, Bonjour. Brahim, merci beaucoup pour cette invitation ainsi que mon grand ami Sidi Mohamed Tazi. Merci, mon Brahim. Alors, j'étais sur l'autoroute, j'ai suivi toute l'intervention. Maintenant, je suis à Fès. Je vous invite à venir voir cette très, très belle ville, Inch'Allah. Alors, mon intervention est la suivante. J'ai entendu comment combattre notre peur. Moi, je crois que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Je crois qu'ils sont nos amis. S'il y a une émotion qui déborde, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai peur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme il a dit Mohamed Tazi tout à l'heure en ce qui concerne la peur, c'est-à-dire que l'autre, il est meilleur que moi. Je dois savoir pourquoi, comment améliorer à devenir heureux et être au même grade. La même chose pour la tristesse. Moi, j'ai pas, peut-être plutôt l'émotion de la colère. L'autre, il ne comprend rien. Mais peut-être qu'il faut lui donner l'occasion. Ou bien, je ne lui ai pas bien compris. La même chose pour la tristesse. On n'est pas d'accord sur une chose, on passe sur une autre. Et aussi pour les 3 C dont Si Mohamed a parlé, les connaissances, les compétences et le comportement. Moi, je crois que le comportement est très, très, très important. Si quelqu'un a un comportement irréprochable, je crois que c'est la perle, comment dirais-je, la perle rare. C'est tout. Je vous remercie. J'ai beaucoup appris. Et je suis très content d'être parmi vous. Merci Moulay, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et bonne continuation, bonne route. Monsieur Tazi, je vous remets la parole. Il est allumé. C'est parfait, merci. Alors, je n'avais pas le son. Oui, c'est parfait. Il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question donc de M. Cherkaoui. Il dit, OK, c'est parfait, mais monsieur, mais la peur est souvent inconsciente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La peur est? Alors, il dit, la peur est souvent inconsciente. OK. Oui. Alors, l'exercice est très simple par rapport à notre ami peur. Moulay Ibrahim l'a bien précisé. Nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais ils sont de notre côté. Donc, les émotions, il faut d'abord les accepter, recevoir cette peur et se poser la question très simple. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et j'ai peur de quoi?
Parce que dans les relations interpersonnelles, quand j'ai peur, c'est que je me situe dans une position inférieure par rapport à la situation ou par rapport à l'autre. J'ai peur de quelqu'un, c'est que je vais le positionner supérieur par rapport à moi et je vais me mettre dans un complexe d'infériorité. J'ai peur d'une situation, c'est que je vais amplifier la situation et lui donner plus de ce qu'elle mérite réellement. Pour dépasser une peur, il faudra la ramener à la réalité. C'est vrai que c'est très facile de le dire, mais pour le vivre, c'est un peu plus compliqué. C'est pour cela, heureusement qu'on l'a, nous avons la possibilité de faire des accompagnements, des coachings, faire des séances d'écoute, faire de la méditation, faire un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de dépasser cette peur. Et la peur, c'est des niveaux. Nous avons la peur, nous avons la phobie. La phobie, c'est qu'on a une peur juste inconditionnelle qui est méconnue. Quelqu'un qui a une phobie de l'ascenseur, ou là des animaux, ou là du noir, etc., c'est qu'il faut creuser avec lui et aller en profondeur dans son subconscient et après sa permission et voir qu'est-ce qui crée cette peur. Généralement, c'est des choses qui relèvent du psychanalyse, de l'enfance, des relations antérieures, etc., etc. Mais pas mal de peurs, on peut les dépasser juste par la prise de conscience. Si on va vers le stress, par exemple, c'est quoi être stressé? C'est de ne pas comprendre une situation et rester bouche bée en face de la situation et ne faire aucune action qui va vous permettre de sortir de la situation que vous êtes en train de vivre. Posez une question très simple vis-à-vis de la peur. Vous avez peur de votre manager, de votre patron, vous avez peur de quelqu'un, vous avez peur d'une situation. Posez-vous la question, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui risque de se produire? Au pire des cas, qu'est-ce qui pourra se produire? Et quand vous ramenez le pire et vous le mettez en face de vous, vous pouvez l'attaquer tout de suite. Il y a des gens qui adorent traiter des situations complexes. C'est un choix. Alors, il faut que la situation soit vraiment complexe, soit grande pour la traiter. D'autres qui sont dans le côté contraire, ils ne peuvent traiter que des situations simples ou intermédiaires. Donc, en face d'une grande peur, on va la démystifier, on va la découper, la saucisser, on va la saucissonner. OK? On va vraiment la découper et mettre des petites peurs qu'on est capable d'attaquer. D'accord? Et on a peur d'une situation qu'on ne connaît pas tout simplement. Parce qu'on ne connaît pas ce qui va se produire, qu'on a peur. On essaye de nous rassurer et parfois, on fait bien d'éliminer cette peur et d'arrêter de penser à ce qui pourra se produire. Eh bien, s'il vous plaît, si vous me permettez, je remercie Mme Cherkaoui pour cette question très pertinente qui nous amène à aller vers un autre chapitre, qui est les deux ennemis de l'humain. À votre avis, c'est qui? D'ailleurs, la réponse rime bien. Les deux ennemis de l'humain, c'est qui? Lui-même, peut-être. C'est qui? C'est Lui-même. vous-même? Oui, oui. Lui-même? Oui, je crois. Non, non. Non. Les deux ennemis de l'humain, c'est hier et demain. Oui. Hier, parce qu'on va ressortir des remords. Et on va se dire, on a fait ça, on devrait faire ça, il ne fallait pas faire ça, etc. Et demain, ça nous donne de l'angoisse. Demain n'est pas encore fait. On ne sait même pas si on va être en vie demain ou pas. Pourquoi je vais penser à demain avant qu'il n'arrive? C'est bien de planifier. C'est bien d'être un bon visionnaire. C'est bien de tracer sa voie. C'est bien de savoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui je veux être. Ça, c'est de l'ambition. Mais il ne faut pas que demain me détériore aujourd'hui. Je vis d'abord aujourd'hui parce qu'il m'appartient, parce que j'y suis, parce que je suis dedans, parce que je suis en train de réaliser des choses aujourd'hui très pertinentes. Et demain, lorsqu'il arrivera, je vais encore le traiter. Mais ce n'est pas des dilemmes, mais c'est des orientations croisées en mathématiques. C'est qu'il ne faut pas trop penser à demain, mais il faut le prendre en considération parce que c'est ce qui va me permettre d'être un bon visionnaire que je souhaite être par la suite. Voilà. Écoutez, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois, parce que là… Si, j'avais juste Ah, deux questions Monsieur Flamme, allez-y. Auxquelles je pense qu'il n'y aura pas de réponse immédiate parce qu'elles sont un peu longues. Ouais. La première question, c'est comment on évalue le comportement
Vous avez parlé des 3C, connaissance, compétence, comportement. Évaluer la compétence, c'est relativement facile par des mises en situation. Évaluer la connaissance, c'est relativement facile également par un certain nombre d'axiomes. Le comportement, c'est extrêmement complexe, d'une part. Et d'autre part, vous avez parlé avec beaucoup d'intérêt de l'éthique de l'entreprise. J'aimerais comprendre ce que vous appelez l'éthique de l'entreprise. Alors, vous ne répondrez peut-être pas à tout et je vous remercie quand même moi-même de votre intervention, Monsieur Tazi, Je parce vous que en j'ai prie, beaucoup merci à vous. apprécié votre capacité, votre philosophie de l'existence et de la vie. Voilà. Merci, Monsieur Flam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, Madame Cherkaoui, je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure, j'avais dit Monsieur Cherkaoui alors que c'était Madame Cherkaoui. Je suis désolé, j'avais pas. Donc, c'est un truc que je n'ai pas vu. Ben, sinon, Monsieur Tazi, je crois que… Est-ce que vous voulez continuer ou bien vous voulez que… Bon, S'il vous plaît. si vous voulez. Oui, merci. Et puis, on est en interaction avec les participants. Je peux rajouter 2, 3 Bien sûr. passages, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Alors, le marketing personnel, qui est le personal branding, c'est quoi? C'est qu'on considère chacun de nous comme un brand, une marque. Chacun de nous, une marque. C'est comme si on parle de Sherbrooke, là on va parler de Nike, là on va parler de Maserati, eh bien, on va parler de Monsieur X ou Madame Y. Eh bien, chacun de nous, c'est une marque et nous sommes libres de faire de notre marque ce qu'on veut. Le premier objectif qui en découle, c'est améliorer son employabilité et réussir la reconversion professionnelle à tout moment de la vie. C'est-à-dire à tout moment, aujourd'hui, on parle du zapping social. C'est quoi le zapping social? C'est que je peux être dans un métier aujourd'hui et je décide demain matin de changer de métier et me lancer une nouvelle expérience. Et 3 ans plus tard, je ferai autre chose. 4 ans plus tard, je vais faire autre chose. C'est vrai que je vais capitaliser des expériences intermétiers, mais à chaque fois, je vais avoir le plaisir de découvrir une nouvelle expérience et une nouvelle façon de faire. Et j'améliore la renommée de ma marque personnelle à travers le développement de son réseau social. Comment ma marque est développée? Aujourd'hui, les réseaux sociaux en ont pour beaucoup. Comment je peux développer ma marque à travers mes réalisations? Eh bien, posez-vous la question, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait qu'une marque est plus développée qu'une autre? C'est par les actions qu'elle fait. C'est par les réalisations qu'elle arrive à faire. Pourquoi on peut recruter un directeur marketing à 100 000 dirhams et on recrute un autre directeur marketing à 7 000 dirhams? Parce qu'il y a une marque derrière. Vous savez, quand on recrute un grand calibre dans une entreprise, le poids de l'entreprise dans la bourse peut changer. C'est comme dans les matchs, dans les équipes de foot. Quand Messi va changer d'équipe, Ronaldo va changer d'équipe, l'équipe qui le reçoit ou celle qu'il a laissé partir, leur cote va changer. C'est exactement le même principe. C'est les diplômes que vous recevez, c'est les certifications que vous faites, c'est les gens que vous rencontrez, c'est les réalisations, c'est la capitalisation d'une expérience à une autre que vous faites qui fait de vous la nouvelle marque que vous souhaitez devenir. Vous voyez les composantes de la marque qui sont très simples. Il y a l'identité. Qu'est-ce que je communique au monde qui m'entoure? Les métiers, les compétences, les qualités, les valeurs, l'expertise. Qu'est-ce que je communique autour de moi? Et ce que je décide de communiquer fait ma réputation. Et dans ma réputation, qu'est-ce que le monde va communiquer sur moi cette fois-ci? Et nous avons 3 images. On parle de l'image réelle, qui est mon identité. Nous avons l'image voulue ou souhaitée. Quelle est l'image que je communique autour de moi? Mais il y a la réputation qui est l'image perçue. L'idéal, c'est que les 3 soient identiques, mais celle qui a plus de poids dans les relations et leur développement, c'est l'image communiquée sur moi à travers mon environnement ou l'écosystème dans lequel j'évolue. Alors, je vais m'arrêter sur ce point-là
qui est l'identité et la réputation. Je remercie Sherbrooke Academy de m'avoir invité à ce webinaire. Je remercie tous les participants. Merci à vous, Sid Draoui, merci Fdoua Jamali. Merci. Et merci, mesdames et messieurs, Merci. d'avoir décidé d'être parmi nous pendant ce passage et ce webinaire. J'étais ravi de partager cela avec vous, mesdames et messieurs. Monsieur Tazi, au nom des participants de Sherbrooke Academy, nous vous remercions pour cet événement, donc pour cet échange très riche en enseignement. Enfin, finalement, c'est un processus à mettre en place. C'est une feuille de route pour réussir sa vie et être acteur de sa vie. Donc, je conclus donc ceci, et puis nous vous remercions encore et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup pour tous les participants. Avec grand plaisir, mesdames et messieurs. Au revoir, je suis ravi. Merci.